YouTube. Alors aujourd'hui, je vais faire une réponse de réponse. Alors, je fais une réponse à la chaîne Parole de philosophe et je vais vous montrer pourquoi je fais la réponse. J'étais pas motivé pour faire ça parce que je trouve que ça me saoule un peu. Mais d'un autre côté, je me dis si ça peut permettre, Gilles, si tu vois cette vidéo, et j'espère que tu verras cette vidéo, je te mettrai un petit message pour te signaler à cette vidéo parce que là, je vais te montrer qu'il y a eu un problème qui s'est passé. Et de toute façon, dans mon texte, c'est écrit noir sur blanc, tu vas le voir, je vais te proposer ça. Donc, je trouve que c'est constructif. Encore une fois, je vais redire ce que j'ai dit dans le commentaire, je vais le lire, donc tu vas voir le détail. Et donc tous les gens, allez voir cette vidéo, de toute façon je l'avais déjà proposée dans une vidéo précédente en fin de vidéo, j'avais proposé celle du précepteur et celle de Gilles. Voilà. Donc là je m'adresse à Gilles, pas au précepteur, parce que la vidéo de précepteur, j'avais écouté sa réponse à sa propre vidéo, lui-même je trouve que sa vidéo, j'avais rien à redire de particulier, j'étais d'accord avec son analyse. Mais je vais réécouter le précepteur parce que je pense qu'il y avait peut-être deux, trois petits points, je pourrais raconter des trucs. Alors, donc encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo de Parole de philosophe que je trouve très intéressante. Ah ouais, juste une petite chose, enfin Gilles, que j'avais pas dit dans mon commentaire, mais que je vais dire dans cette vidéo. Je pense que tu devrais t'émanciper de Charles Robin, de son style, parce que je trouve, et c'est normal, tout le monde fait ça, tu t'es inspiré de lui et c'est très bien, et bravo à toi. Je veux dire, comme je l'ai dit dans mon commentaire, tu vas bientôt avoir les 100 000 abonnés, donc bien joué. Mais là, je trouve que ça fait un peu trop copier-coller sur le timbre de voix, sur les intonations, etc. Il faut que tu trouves ton propre style. Parce que t'es pas assez différenciant. 100 000, c'est bien. Lui, il est déjà plus d'un million. Donc, même 100 000, tu peux. Voilà, je sais pas comment tu fais d'argent avec, tu peux très très bien en vivre, etc. Mais je pense que voilà, c'est mieux si tu fais ton propre style. Ce sera mieux. Parce que là, ça fait un peu le précepteur de Wish, sans vouloir te manquer de respect. Voilà. Alors que tu développes une pensée qui est différente, d'accord? Donc c'est juste une critique sur la forme, hein. Sur le fond, ta pensée est nickel, enfin je veux dire, c'est ta pensée, voilà, c'est authentique, tu penses tes trucs, voilà, je vais te critiquer ici, il n'y a pas de souci, mais avec des arguments. Là, c'est juste par rapport à la forme, je pense, voilà, pour connaître le précepteur depuis un moment. Quand je dis le connaître, je ne l'ai pas rencontré physiquement, mais même si j'ai rencontré physiquement des gens qui le connaissent, ainsi de suite, c'est pas le propos. Mais voilà, pour connaître son contenu et sa forme, etc., je peux te dire que clairement, tu es trop encore le calque, donc affirme-toi. Voilà. Alors, tout d'abord, je tiens à signaler que je respecte ta démarche. Donc là, je m'adresse à Gilles de la chaîne Parole de philosophe. Je respecte ta démarche honnête qui consiste à dire publiquement que le précepteur t'a inspiré. Et c'est pour ça que je te dis ça, parce qu'on voit que qu'il t'a inspiré, et ça a marché d'ailleurs, parce qu'il y en a plein qui l'ont inspiré et qui ne sont pas allés jusqu'aux 100 000. Hein, donc bravo à toi encore une fois, je veux dire, c'est énorme ce que tu as fait, les gens ne se rendent pas compte. C'est pas parce que le précepteur il a marché à 1 million que tout le monde peut marcher. C'est dur de percer sur YouTube en général, et en particulier par rapport à la philosophie. Donc encore une fois, bravo à toi. Et que tu ne cherches pas la polémique. Et ça, c'est très bien aussi. Moi non plus, je ne cherche pas la polémique. Je respecte également la clarté de ton propos et ta capacité à avoir atteint rapidement la barre des 100K. Et au moment où j'écris, c'est pas le cas, mais ça va pas tarder vu tes qualités. D'accord? On est à 94. Parce que, voilà, même si j'ai dit que je trouve que tu ressembles trop sur la forme, mais c'est aussi positif, parce que ça veut dire que tu parles de façon claire et articulée, ce qui n'est pas toujours mon cas, d'accord? Voilà, soyons très très clair. Euh, et que le rythme est bien, etc. Donc, voilà. Je dis juste que maintenant que ça va, t'as un public, affirme-toi plus dans ta forme propre, c'est important. Voilà. Donc je respecte également la clarté de ton propos, la capacité, ça je l'ai dit, voilà. Maintenant que je t'ai fait des éloges sincères, il est temps de te blâmer sincèrement, comme le dit l'adage, sans liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge sincère. Donc à 8-6, tu poses une question cruciale. Dans quel but produisons-nous le discours? Et tu dis à 8-18, la réponse est toute simple. Ben non, 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 la réponse n'est absolument pas simple, je suis en désaccord frontal avec toi. Tu oublies le soliloque. Et non, ce n'est pas réservé aux fous, qui par ailleurs méritent d'être pris en considération, mais je reviendrai sur les marginaux un peu plus tard dans mon propos. Penser à haute voix, d'accord? C'est ça le soliloquer. C'est entre guillemets parler tout seul. C'est un exercice solitaire, hein, c'est comme ça que ça veut dire, hein, parler tout seul. C'est un exercice solitaire qui ne nécessite pas de communiquer avec autrui. Et ben oui, par définition, si on parle tout seul, c'est qu'on parle tout seul, on ne communique pas avec les autres. Sinon, dans ce cas, les IA communiquent avec autrui lorsqu'elles dévoilent leurs étapes de raisonnement. Dans le mode raisonnement profond, hein, deep reasoning, deep thinking, les IA énoncent toutes les étapes qu'elles utilisent. D'accord? Voilà. C'est pas pour pinailler, parce que tout le monde bafouille parfois, mais à 8,43, tu dis et qui s'origine. Originer et a fortiori s'originer, ça n'existe pas en français. Le mot origine, ce n'est pas un verbe. D'accord? C'est un anglicisme caché, parce qu'en français, le mot origine ne peut pas être converti en verbe. Voilà, le français est moins flexible que l'anglais sur cet aspect.
Euh, donc, pour revenir à mon propos, parce que ça c'était juste un petit détail, non, un discours n'est pas forcément réduit à la fonction de toucher les affects. Et ça c'est le cœur de notre désaccord. Un discours peut être purement informatif, comme un manuel d'utilisation, un mode d'emploi, ou même de la science pure comme les mathématiques, la physique ou l'informatique. Un discours peut tout à fait avoir pour unique but d'énoncer des faits et ou d'en déduire de nouveaux et ou d'établir la véracité d'un ensemble de propositions sans qu'à aucun moment de la chaîne de déduction, de la chaîne de symboles, les affects n'aient été évoqués ni suggérés. Un mode d'emploi, il n'est pas censé suggérer les affects. Un manuel d'utilisation non plus. Une preuve, une démonstration mathématique, à aucun moment on est censé faire appel aux affects. En ce sens, une IA peut être un parfait professeur de maths, de physique, de finance ou de tout corpus de connaissances. Alors, je ne l'ai pas écrit ici, mais je vais le dire ici, hein, c'est ce que je répète systématiquement quand je parle de l'IA, sur un sujet qui est dominé par les humains. D'accord? On ne va pas demander à l'IA de faire de la prospective, on ne va pas demander à l'IA de faire de la recherche sur des choses qu'on ne connaît pas. D'accord? Par contre, sur un corpus bien connu, par exemple, je sais pas, prendre un exemple à la loi, les maths du lycée, bon ben l'IA peut faire tout à fait le job. Elle peut enseigner les maths du lycée sans aucun problème. On lui dit quels sont les thèmes du programme, quels sont les théorèmes connus, et ainsi de suite, et elle peut tout à fait l'enseigner sans que ça soit problématique, et elle peut le faire peut-être mieux que certains professeurs. Donc non, l'affect, ce n'est pas du tout obligatoire. J'ai pas dit que ça n'existe pas, je dis simplement que quand toi tu dis tout discours, forcément il y a l'affect, ben non. Non, 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 il y a énormément de discours où ce n'est pas le cas. À 8,52, c'est d'ailleurs ce qu'il dit, à 8,52, tu dis de n'importe quel discours. Ben non, c'est là que tu te trompes, parce qu'il existe des discours purement déclaratifs ou descriptifs ou informatifs, ou simplement focalisés sur la validité d'un système logique, et dans ces cas, aucun affect n'est nécessaire à aucune chaîne, à aucune étape de la chaîne. D'accord? Alors après, je laisse passer la vidéo, et plus loin à 14,37. Alors là aussi, il y a un problème. Alors, franchement, Gilles ne le prend pas pour une attaque personnelle. J'ai dit, je ne connais pas ta situation, je t'ai dit juste, c'est ce que je perçois à la lumière de ton exemple. Après, je veux dire, tu as tout à fait un droit de réponse, et comme je t'ai dit, je suis tout à fait d'accord pour qu'on discute même en direct, il n'y a pas de problème avec ça. Mais je te dis, moi, ce que je reçois comme information à partir de ton discours. À 14,37, tu fais l'analogie avec une prostituée, utilisons des mots français, hein, parce que toi tu dis call girl, mais non, il y a un mot français pour ça, ça s'appelle prostituée. Faut pas avoir peur des mots. Voilà. Tu dis que. Donc ça, je dis que c'est un anglicisme, c'est pas nécessaire, etc. Et en plus, un anglicisme périmé, hein, call girl, c'était le film Pretty Woman, d'accord? Maintenant, on dirait escort girl, par exemple. Ok? Donc c'est obsolète. C'est obsolète. Appelons un chat, prostituée. Ok. Donc tu fais l'analogie entre une prostituée et un client, et une femme amoureuse et un homme. Donc là, il y a énormément de problèmes. Ton analogie, elle est hautement discutable. Parce que tu dis que la relation qu'il y a entre, la différence qu'il y a entre l'IA et la philosophie, c'est la même qu'entre une call girl et une femme. C'est ça l'analogie que tu fais. Donc c'est extrêmement problématique et on va voir pourquoi. Donc c'est hautement discutable, mais surtout c'est extrêmement bancal. J'aurais pas dû mettre de E, d'ailleurs, je m'aperçois. Je vais l'enlever tout de suite, parce que de toute façon, il n'a pas été publié, hein. Oui, d'ailleurs, pour les gens qui se posent la question, ben, je fais cette vidéo parce que échec dans la publication du commentaire. Voilà, tout simplement. Donc ça n'a pas marché, j'ai pas envie de perdre mon commentaire parce que j'ai écrit beaucoup de choses, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Ok, donc, là j'ai corrigé, où est-ce que j'étais? Voilà, bancal ici. Voilà, donc l'analogie entre le call girl et l'IA, c'est totalement bancal. Et je vais expliquer pourquoi. Donc, étant donné le niveau de subjectivité implicite, ben oui, parce que tu ne définis rien, Gilles. Tu fais comme si la situation était binaire, c'est-à-dire soit la femme c'est une call girl, soit c'est une femme amoureuse, comme s'il n'y avait rien entre les deux, et comme si en plus le fait d'être call girl l'empêchait d'être amoureuse. Ben non, ou comme aussi le fait. Enfin, bref, on va discuter de ça sérieusement. Tu définis rien comme si la situation était binaire alors que les femmes sont tout sauf binaires. Eh oui, la féminité c'est par conception l'incarnation même de la graduation, même d'un point de vue purement biologique. D'accord? Une femme ne réagit pas aux stimuli comme les hommes de façon binaire, c'est de façon graduelle. Un sexe masculin, il est excité au repos, enfin il est excité ou au repos, c'est binaire, soit en bande pas, pour le dire clairement. D'accord? Donc ça c'est binaire, pour l'homme, et pas pour la femme. Pas du tout. Pas du tout. Euh, pour les femmes, c'est beaucoup plus complexe et nuancé. Déjà, tu dis femme amoureuse, sans mentionner s'il y aurait réciprocité de la part de son amant ou mari ou on ne sait pas. Ça veut rien dire ça, femme amoureuse et l'autre homme, qu'est-ce qu'il est? C'est pas à sens unique l'amour, d'accord? C'est très très surprenant ton analogie.
Ensuite, tu fais fi des passions purement charnelles. Ben oui, il y a des gens, et même des femmes, qui aiment avoir des relations purement sexuelles, où il n'y a pas d'amour. Ça existe. D'accord. Comme il y a des hommes qui font ça, mais il y a aussi des femmes qui font ça. Parce que les hommes qui font ça, ben, la plupart du temps, ils le font avec des femmes. D'accord. Donc, c'est très étonnant ta façon de voir les choses. Euh, et je ne parle pas de ta vie privée, hein, je dis juste que ça existe dans le monde. Je ne suis pas en train de dire c'est bien, c'est pas bien, je suis juste en train de dire ça existe. Et ce n'est pas marginal, ce n'est pas minoritaire, ce n'est pas négligeable. C'est ça que mon propos, en fait. D'accord. Euh, Voilà. Donc, où l'amour n'est jamais évoqué. Et enfin, l'éléphant dans la pièce, ça, c'est ça le plus important. En quoi le fait que l'homme soit client empêche la prostituée de développer des sentiments amoureux? Il y a énormément d'histoires, que ce soit dans la vie réelle, dans la littérature et ainsi de suite. Et même il y a des documentaires qui en attestent, etc. Il y a même un témoignage presque sur Le Crayon, la chaîne Le Crayon, qui le dit. Voilà, que ce n'est pas rare, c'est pas quelque chose d'anecdotique, ça arrive régulièrement que des prostituées, des clients développent des sentiments amoureux. Alors c'est pas des sentiments amoureux au sens classique comme un mariage, etc. Mais n'empêche qu'il y a quand même des sentiments. Ça existe. C'est pas forcément mécanique, d'accord. Voilà. Ça reste une relation entre deux individus. D'accord. Parce que justement, pour l'instant, on n'est pas encore avec des robots ou des IA, ça reste des humains. D'accord. Et donc, qui dit des humains, la potentialité de sentiment. Moi, ce que je dis, parce que là, tu pourrais me dire, ouais, mais alors, dans ce cas-là, tu abondes dans mon sens, tu dis que forcément on a les affects, etc. Non, je te dis qu'il peut y avoir des discours sans affect, et je dis qu'il peut y avoir des relations avec affect. J'ai dit que les deux existent. Et encore, j'ai pas évoqué, parce que je voulais en parler, mais je n'ai pas pu l'écrire, j'ai pas évoqué le cas des psychopathes ou des gens qui ne, ou les sociopathes, des gens qui ne ressentent pas les émotions. Ça existe. Ils sont certes marginaux, c'est vrai, mais ils existent quand même. Voilà. Donc, parce que sinon, dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on considère que ces gens-là, c'est des machines, il ne faut pas les traiter comme des humains. Alors qu'il y en a qui sont psychopathes ou sociopathes de naissance et qui vivent bien, parce qu'à chaque fois qu'on dit psychopathe ou sociopathe, on pense à un criminel, etc. On peut être psychopathe et sociopathe et vivre de façon totalement pacifique, sans commettre de crimes, sans tuer les gens, etc. D'accord. Mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est pas le sujet, le propos. Donc, sans vouloir te juger ni préjuger de ton expérience de vie, je te recommande vivement de te renseigner de te renseigner un peu plus sur le sujet donc des relations hommes-femmes, des femmes prostituées, etc., etc. Pour te rendre compte à quel point ton analogie est bancale. Donc là, ça va parce que c'est bancal. D'ailleurs, bancal, ah oui, ça, oui, il y avait un E parce que c'était l'analogie, donc c'est bien ça. Ok. Donc elle est bancale, elle est caricaturale et beaucoup trop simpliste pour avoir une quelconque vertu pédagogique. Surtout si tu te réclames un philosophe qui cherche la vérité. Tout ça, tu l'as dit plus tard dans la vidéo, on va y revenir. Euh, voilà, donc ça c'est problématique parce que si tu avançais à visage découvert, c'est-à-dire en disant voilà tel est le cadre, etc. Ok, mais là tu fais une analogie qui est très 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 bancale. Il y a plein de choses implicites que j'ai expliquées ici, et donc ça fait que ça ne tient pas la route, ce n'est pas rigoureux, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas sérieux. Donc ton analogie est tout simplement fausse parce qu'elle contient beaucoup trop d'hypothèses cachées non formulées, donc on ne peut pas dire non, c'est pas correct. Je ne sais pas si tu es marié ou si tu es en couple, mais avec une femme. Mais je suis au regret de t'informer parce qu'à un moment donné, oui, j'ai pas relevé à quelle minute, mais à un moment donné, tu dis, ouais, le client satisfait, tu dis la call girl, elle s'entraîne à simuler, etc. Mais oui, mais sauf que, voilà, la vérité que je t'annonce, désolé, Gilles, mais 100% des femmes, il y a 100% de chances que euh, tu te sois déjà retrouvé dans une situation où une femme a simulé avec toi. Les femmes simulent, elles ne simulent pas en permanence, d'accord, mais toutes les femmes honnêtes te le diront, il arrive un moment où elles simulent. Ça arrive à toutes les femmes et avec tous les hommes. C'est comme ça. C'est un fait. C'est quelque chose. Voilà. C'est pour cette raison que tu ne pourras jamais savoir à 100% si une femme a simulé ou pas. D'accord. Parce que ce n'est pas binaire comme les hommes. D'accord. Voilà. Et d'ailleurs, techniquement, même, on peut considérer que les hommes peuvent simuler si on fait la distinction entre l'orgasme à proprement parler et l'éjaculation. Mais bon, ça c'est un autre propos, je ne vais pas rentrer dans cette discussion-là. Là, si on reste sur les femmes, 100% des femmes ont déjà simulé avec 100% des hommes avec lesquels elles ont eu des relations. Bien sûr, une femme qui a eu une seule fois une relation avec un homme et qui l'a fait super jouer, bon, bah, elle n'a pas simulé. Mais si une femme répète un certain nombre de fois, l'expérience, c'est quasiment 100% qu'un jour elle va se retrouver à simuler parce qu'elle en a marre, parce qu'elle est fatiguée,
parce qu'elle n'a pas atteint le même niveau que lui et qu'elle ne veut pas le vexer, et ainsi de suite. Voilà, il y a énormément de facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais c'est inévitable, toutes les femmes honnêtes te le diront. Voilà, donc ton argument, il est nul et non avenu. Mais au-delà de ta méconnaissance des femmes et des relations hommes-femmes, le problème est l'asymétrie de ta démarche analogique. Ben oui, c'est quand même très surprenant de comparer les femmes à la philosophie, comme si elles étaient les seules à produire des effets, alors que l'homme, parce que tu dis oui, les femmes, la call girl produit un effet sur le client de la même manière que l'IA produirait un effet sur l'humain qui la prendrait pour une philosophe. Sauf que ça tient pas la route ton truc, parce que c'est pas asymétrique. Il n'y a pas les femmes qui produisent des effets sur les hommes sans que les hommes puissent rien faire. Les hommes aussi produisent des effets sur les femmes. Les femmes et les hommes sont tous les deux des influenceurs et influençables. Ça marche dans les deux sens. Alors après, déjà c'est dynamique, c'est pas statique. C'est-à-dire parfois ça va être l'homme qui va avoir l'avantage et qui va avoir plus d'influence sur la femme. Parfois c'est l'inverse. Et ces situations-là sont dynamiques, sont changeantes. C'est en mouvement, c'est pas figé. Donc il n'y a pas le rôle de l'influenceur et le rôle de l'influencé. C'est pas comme ça que ça marche. Donc ton analogie est quand même très très surprenante. Alors, comme si c'était les femmes qui seraient les seules à avoir des effets, alors que les hommes, qu'ils soient clients ou pas, et on reviendra plus tard sur cette fine frontière qu'il y a entre le fait d'être client et de ne pas être client, parce que si tu payes une dot pour un mariage, ou si tu payes le restaurant à chaque fois, les invitations et ainsi de suite, est-ce que c'est pas de manière déguisée une forme... voilà, donc on va pas rentrer dans ce cadre-là aujourd'hui, parce que c'est pas le propos de cette vidéo, mais voilà, déjà pour dire que c'est pas binaire, c'est pas catégorie hermétique. C'est beaucoup plus subtil que ça. Voilà, bref, donc ça c'était pour cet argument-là. Et ce que je disais, donc les hommes sont tout aussi capables de produire des effets sur les femmes, qu'elles soient professionnelles ou pas. Professionnelles ou amatrices, c'est-à-dire entre guillemets, relations non tarifées ou relations tarifées. Dans les deux cas, il va y avoir de l'influence des deux côtés. La philosophie, c'est un objet abstrait. Donc ça n'a aucun sens de comparer la philosophie aux femmes. La femme est une créature concrète, comme l'homme. Donc la philosophie, c'est abstrait. L'homme ou la femme, c'est concret. Donc ça n'a pas de sens de les comparer comme ça, de faire une analogie. C'est vraiment très curieux, hasardeux et même, je dirais, malheureux de produire une telle analogie. À 1534, tu dis, c'est juste le client qui est devenu aveugle. On en parle des femmes qui se disent avoir été sous emprise. Mariées ou simplement en couple, combien de femmes se plaignent d'avoir été sous emprise? Mon propos, c'est pas de nier le statut de victime, d'accord? Ça existe les femmes victimes, c'est pas ça que je suis en train de dire. Ni de faire la morale, mais c'est juste de montrer l'absurdité de l'analogie entre la philosophie, qui est une entité neutre, et là où les femmes, selon la forme que chacun préfère, qui sont, comme les hommes, des êtres influençables et influenceurs. À 1555, tu dis, désirer savoir, c'est désirer savoir la vérité. Pardon, mais non, il y a des gens comme Cypher dans Matrix, dans le film Matrix, à un moment donné, il y en a un qui est le traître, Cypher, c'est celui qui dit bah non, j'ai beau savoir que c'est un faux steak, etc., je préfère rester dans la matrice et avoir le goût du steak. Combien il y en a des gens qui se mentent à eux-mêmes et qui mentent autour d'eux pour rester dans le mensonge? Ça existe. Je suis pas en train de dire que c'est bien, je trouve que c'est totalement mal, mais c'est pas une question de jugement moral, c'est une question de la réalité descriptive. Il y a des gens qui vivent dans le mensonge, c'est la réalité. Donc il y a des gens qui ne veulent pas savoir, qui ne désirent pas savoir la vérité. Donc ton argument ne tient pas. Alors tu pourrais me dire, ouais, mais ça s'adressait simplement aux philosophes. Bon, ok, soit. Mais dans ce cas-là, ça se contredit ton exemple. Parce que si tu désirais savoir la vérité, tu aurais pris une analogie où tu aurais clairement établi toutes les choses qu'il y avait à définir. Ce que tu n'as pas fait. Donc est-ce que tu l'as pas fait inconsciemment parce que tu voulais pas vraiment savoir la vérité? D'accord? Alors à 16-20, tu dis, tu prends le fameux exemple, argument d'autorité, aussi vrai que 2 plus 2 égale 4. Ça a l'air imparable comme ça, sauf que c'est un faux argument en fait. Parce que d'une part, ça dénote une faible connaissance de l'arithmétique. En effet, il existe différentes bases de numération dans lesquelles cette égalité est fausse. Par exemple en base 3. Donc en base 3, ça veut dire que les chiffres autorisés sont simplement 0, 1, 2. Pour exprimer 3, on est obligé d'utiliser 1 et 0. 10 en base 3, c'est 3. Donc 2 plus 2 en base 3, ça fait 11. C'est-à-dire 1 fois 3 plus 1 fois 3 puissance 0. Et 3 puissance 0, ça fait 1. Et 1 plus 3, ça fait bien 4. D'accord? Donc c'est important. Alors là, on pourrait se dire, ouais, c'est un contre-exemple contrariant ad hoc, etc. Non, en fait, c'est pas un exemple contrariant ad hoc. On utilise la base 60 pour exprimer les heures et les minutes, on utilise une base 12 pour exprimer les années en mois, la base 7 pour exprimer les semaines en jours, la base 24 pour exprimer les jours en heures, et en informatique, on utilise la base 2 pour compter, stocker l'information en bits. Bits qui veut dire binary digits, qui veut dire littéralement les chiffres binaires. D'ailleurs, en base 2, 2 c'est égal à 10. 1 fois 2 plus 0 fois 2 puissance 0, c'est-à-dire 2 fois.
0 fois 1. Donc on ne pourrait même pas écrire l'égalité 2 plus 2 égale 4 en base 2. Donc, ça n'était pas, ça c'était juste pour la partie rigueur mathématique. Mais allons au-delà. Maintenant, considérons la démonstration de ChatGPT. On pourrait rentrer dans le cadre de, enfin moi, selon moi, la démonstration de ChatGPT pourrait rentrer dans le cadre de la philosophie, au moins dans celui des sophistes. Sophistes au sens littéral, pas au sens péjoratif. Sophistes, c'est-à-dire ceux qui s'intéressent simplement au discours en tant que discours et pas en tant que vérité. C'est-à-dire dans le but d'avoir raison, un rhéteur. D'accord. En effet, parce que l'argument de ChatGPT, hein, si je reprends vite fait, mais allez voir sa vidéo, c'est plus détaillé, il dit, ChatGPT lui a dit 2 plus 2 égale 5, parce qu'il lui dit prouve-moi que 2 plus 2 égale 5. Et son argument, c'est de dire voilà, ChatGPT il s'intéresse pas à la vérité, parce que si je lui dis prouve-moi que 2 plus 2 égale 5, il le fait. Alors vu comme ça, a priori, il se dit ah ouais, c'est vrai, s'il prouve que 2 plus 2 égale 5, c'est vraiment que c'est n'importe quoi, il s'en fout de la vérité. Non, c'est pas vrai, je vais vous le prouver. C'est pas vrai parce que ChatGPT il dit voilà, tous les gens ils pensent que 2 plus 2 ça fait 4, mais ils oublient que 2 plus 2 égale 4. Alors on peut soit regarder 2 plus 2 ou simplement l'égalité en tant que telle, en disant l'égalité en tant que telle c'est un bloc, c'est une entité, et donc il ajoute cette entité au résultat, et donc du coup il en fait ça. C'est une circonvolution, mathématiquement évidemment qu'on ne va pas défendre ça. C'est une circonvolution, mais c'est pas totalement déconnant, parce qu'on peut dire oui, c'est vrai, à quel moment, qu'est-ce qu'on inclut, est-ce qu'on inclut, c'est un peu une sorte de méta-analyse, est-ce qu'on inclut l'objet du calcul en tant qu'objet lui-même à être compté, et ainsi de suite. Donc, c'est pas de la fumisterie dans ce sens-là. Et je donne quelques exemples pour illustrer le fait que là, on touche un statut borderline, c'est à la limite, à la frontière. Et c'est quand on est dans ces statuts-là qu'effectivement, bah oui, il n'y a plus de frontière nette binaire en disant c'est vrai, c'est faux. On est dans un cadre un peu incertain. Et je vais donner des exemples concrets. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a... alors attendez, parce que j'ai perdu le fil de ce que je disais. Oui, voilà. Maintenant, si on prend la démonstration de ChatGPT, pourrait rentrer dans le cadre de la philosophie, au moins de celui des sophistes, etc. En effet, dire que 2 et 2 forment un groupe permettant ainsi d'ajouter 1 au résultat final serait farfelu en arithmétique standard. Mais conceptuellement, ça n'est pas plus aberrant que de dire que la somme des entiers est égale à moins un douzième. Alors ça, je vous renvoie à vidéo, il y a plein de vidéos sur internet qui montrent ça, je n'ai pas les compétences techniques, et puis de toute façon matériel ici, de vous montrer ça, donc je ne vais pas faire ça ici. Mais ce résultat, il est valide mathématiquement et il est aussi physiquement. C'est ce qu'on appelle l'effet Casimir. Je vous laisse vous renseigner là-dessus. Je mettrai peut-être des liens vers des vidéos pour que vous ayez creusé. Mais c'est pas le propos. Je vais prendre un autre exemple plus simple. D'abord, j'explique un peu la démarche générale. Là, on touche du doigt la frontière entre le standard communément admis comme un fait et non comme une preuve. C'est comme le fait de on sait tous que la Terre est ronde, d'accord, sauf les platistes, mais démontrer que la Terre est ronde, c'est beaucoup plus difficile. Et ça, on est très peu à savoir le faire. D'accord? Donc c'est vraiment différent. Et les domaines balbutiants pour lesquels on tente des approches innovantes, on tente de donner du sens. Prenons un exemple mathématique désormais maîtrisé. Quand les algébristes du XVe siècle, notamment les Italiens, le Quattrocento italien, on avait des algébristes, à un moment donné, ils se sont dit, pour résoudre leurs calculs purement algébriques, à ce moment-là, ils ne s'occupent pas de géométrie, c'est du pur calcul. Il faut savoir qu'à cette époque-là, ils se faisaient des battles de maths où ils déclamaient comme ça, comme des poésies, les méthodes de résolution des équations. Donc on est dans dans la vantardise absolue. On n'est pas du tout, c'est pas des chercheurs académiques dans une université, etc. Non, c'est des mecs, c'est des concours de bits intellectuels. Faut appeler un chat un moment donné. Bon, ben, il y en a qui se disent, tiens, si on utilisait racine de moins 1, c'est de la magie noire. Ils jouent les apprentis sorciers. Ils ne savent pas ce qu'ils font à ce moment-là. Ils n'ont aucune idée de la réalité, de la véracité mathématique de cette chose-là. Il faut même savoir qu'à cette époque-là, les nombres négatifs, c'était pas bien considéré, pas très maîtrisé en Occident, etc. C'était le bordel. Mais il n'empêche que ils ont cette idée de transgression, de se dire on va casser la règle, on va utiliser un truc qui est interdit. Et 4 siècles plus tard, au 19e siècle, il y a des mathématiciens sérieux maintenant, des Suisses, des Allemands, etc., qui commencent à dire bon voilà, on va cadrer les choses et on va expliquer pourquoi est-ce qu'une nombre complexe a du sens et pourquoi est-ce qu'on peut interpréter le fait que passer de x égale 1 sur l'axe des abscisses, donc à droite du 0 sur l'axe horizontal, à x égale moins 1, donc à gauche du 0 sur l'axe horizontal, ça revient à faire un tour de 180 degrés, et bien en fait on peut l'interpréter, et c'est une interprétation et non pas une vérité objective, c'est une interprétation en disant ça revient à faire deux rotations de 90 degrés. Et on décide que cette rotation de 90 degrés, on va lui donner un nom, on va l'appeler i. Et dans ce cas-là, i fois i, ça fait i carré égale moins 1. Donc, i égale d'une certaine manière racine carrée de moins 1. Voilà, c'est une interprétation, c'est un codage. Ce n'est pas une vérité absolue. C'est une norme, une convention qui a été choisie pour décrire un phénomène. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus, je ne vais pas
insister. Donc mon propos, c'est que les philosophes gagneraient à refaire des mathématiques pour précisément se libérer de leurs affects. Parce que le propos de parole de philosophe, c'est de dire ouais, tout discours, ça n'est rien d'autre que un objectif entre un affect et un autre affect. Ben non, ben non, ben non. Quand on fait des mathématiques, on ne cherche pas à évoquer des affects. Et c'est pas la seule activité où on ne cherche pas à évoquer des affects. Et je dirais que le piège de ça, c'est que effectivement les mathématiques sur YouTube, la vulgarisation, etc., on est à l'ère de l'émotivité, on est à l'ère du pathos, il faut capter l'attention et ainsi de suite. Donc les gens jouent sur ça. Mais c'est pas parce que les gens jouent sur ça maintenant que c'est intrinsèque. C'est très différent. Voilà, donc ça c'est réglé. Donc je vous invite les philosophes à refaire des mathématiques pour vous libérer de vos affects. Et le témoignage donc de Gilles Dédéa, hein, c'est lui-même qui se dévoile, hein, donc je ne fais pas du doxing, hein, je ne vais pas aller chercher son profil pour avoir ces informations, il le dit dans sa vidéo. Donc ton témoignage et ta réticence vis-à-vis de la conclusion du précepteur nous en disent plus sur ta conception émotive de la philosophie et de la nature du discours que sur ces objets abstraits qui en sont totalement dépourvus. D'accord ? Si tu avais pris, par exemple, sur la date de naissance où la contradiction logique aurait été plus convaincante. Parce que je ne suis pas en train de dire que ChatGPT cherche la vérité. Hein. Il y a de nombreuses fois où il hallucine complètement. Mais n'empêche que, Gilles, tu as été un peu de mauvaise foi, ou je dirais peut-être plutôt paresseux dans ta recherche, puisque, en fait, la réponse de ChatGPT, tu dis que c'est pas une preuve qui ne s'intéresse pas. Ta réponse pardon, à toi, ce n'est pas une preuve que ChatGPT ne s'intéresse pas à la vérité, parce que je lui dis, si tu lui dis dans le cadre de l'arithmétique standard, donc tu précises le cadre, ce que tu n'avais pas fait pour ton analogie, hein, c'est exactement la même critique que je te fais, c'est que tu as omis des hypothèses cachées. Et ça, c'est problématique, parce qu'on ne peut pas tirer de conclusions honnêtes à partir de prémices cachées. Donc, si tu lui dis, dans le cadre de l'arithmétique standard, c'est-à-dire celle que tout le monde connaît, c'est sous-entendu. Je vais donner après un autre exemple pour que vous puissiez voir concrètement, parce que là on pourrait dire, ouais, tu nous enfumes avec ces histoires de base, etc. En fait, tout le monde comprend bien ça. Je vais vous donner un exemple très 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 concret que vous pouvez expérimenter avec vos mains, avec vos yeux et avec vos doigts, hein, que vous pouvez toucher, sentir et même goûter et voir, bien entendu. Entendre, non, mais toucher, goûter, voilà, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Bref, donc, si tu lui dis, dans le cadre de l'arithmétique standard, en base 10, prouve que 2 plus 2 égale 5, voilà ce qu'il répond. Il répond, en arithmétique standard, en base 10, c'est-à-dire la mathématique habituelle, il est impossible de prouver que 2 plus 2 égale 5. Les dollars, c'est parce qu'il écrit en latin. Sans introduire une erreur ou modifier les règles. Si on respecte strictement la définition des nombres entiers et de l'addition, le résultat est toujours 2 plus 2 égale 4. Voilà, blablabla, blablabla, et je vais vous montrer que c'est exactement que j'ai fait un copier-coller de ce qu'il a mis. Voilà, on est là sur ChatGPT, voilà, vous voyez, c'est ici. Je lui ai dit, dans le cadre de l'arithmétique standard, en base 10, prouve que 2 plus 2 égale 5. Et là, il me répond, non, ça n'est pas possible, 2 plus 2 égale 4. Il me dit, voilà, il faudrait changer les définitions et symboles, d'accord ? Ensuite, utiliser un raisonnement fallacieux, changer de base ou de système. Voilà, il me dit en base 4, 10 représente le nombre décimal 4. Et 2 plus 2 s'écrit 10. Mais 5 n'existe pas en base 4. D'accord ? Vous voyez ? Voilà, donc c'est toi, Gilles, qui a tiré une conclusion hâtive, parce qu'à la fin, tu dis, donc je fais CQFD, alors je lis juste cette phrase et après je lis ma conclusion. Donc cette phrase, il a dit, c'est moi qui lui dis, parce qu'il dit le précepteur a tiré une conclusion hâtive, ben là Gilles, je suis désolé, c'est toi qui as tiré une conclusion hâtive. Encore une fois les gens, n'allez pas le clasher ou quoi que ce soit, c'est pas un clash, ce n'est pas du tout un clash. Comme je l'ai évoqué au début de ce commentaire, je respecte cette personne, Gilles, je trouve que c'est très bien ce qu'il fait, je l'encourage à continuer son travail, je suis venu simplement pour appliquer le principe sans... c'est quoi le merde, j'ai oublié l'adage. Il n'est pas d'éloge sincère sans liberté de blâmer. C'est très important de comprendre ça. Arrêtez de tomber dans la dynamique binaire des clashs, etc. La vie est nuancée, les rapports humains sont nuancés. Il est important d'être capable de faire l'éloge sans être taxé de suceur ou je sais pas quoi, d'accord ? Et en même temps, il est important d'être rigoureux. Et là, j'irais même plus, il est important d'être encore plus rigoureux avec les gens que l'on respecte, avec les gens que l'on trouve qui ont une pensée propre. Et c'est mon cas, d'accord ? Je t'ai fait une critique sur la forme. Sur la forme, je trouve que tu ressembles au précepteur. Mais sur le fond, tu as ta pensée propre. Et d'ailleurs, tu l'as affirmée en mettant publiquement une opposition. Et je trouve que c'est courageux. Et même si je dis, voilà, je pointe du doigt tes erreurs, etc., c'est très bien. Ta vidéo m'a fait réfléchir, d'accord ? Donc elle est utile, elle a nourri ma réflexion. Et j'espère, en retour, que ma critique nourrira la tienne. Voilà. Donc les gens, n'allez pas faire des guéguerres, ouais, il a mis en slip ou je sais pas quoi, en PLS, non, c'est pas du tout le propos. On est là pour élever le niveau, les gens.
Donc élevez votre niveau aussi. Voilà. Et donc maintenant, je fais la conclusion. Je dis ça parce que la conclusion, elle paraît un peu clashée, mais c'est pas du tout le but. Parce qu'il dit au début de la vidéo qu'il était en vacances, il s'était promis d'aller en vacances, il a écouté la vidéo du précepteur, du coup ça l'a fait réagir. Et j'ai envie de dire, c'est un peu ça le problème, tu as réagi avec tes émotions et pas avec ta raison. C'est que FD, hein, là j'ai copié-collé le truc de ChatGPT qui prouve qu'il dit la vérité si on lui dit d'être dans un cadre de vérité. Parce que ChatGPT, comme je le dis toujours, ne fait que ce qu'on lui demande de faire, donc c'est à l'humain de dominer la machine et non l'inverse. Tu aurais dû rester en vacances ou attendre et relire tes notes avant de faire cette vidéo. Par ailleurs, je serais ravi d'en discuter en visioconférence si tu veux. Voilà, j'ai rien à ajouter, tout est parfait et je vous montre si j'appuie sur ajouter le commentaire, est-ce que ça a marché? Non, ça n'a pas marché. Je sais pas si j'ai pas dépassé la taille, etc. Mais voilà, maintenant il y a cette vidéo. Abonnez-vous, enfin connaissez les trucs des youtubeurs, abonnez-vous, partagez. Allez la partager à Parole de Philosophe. Je vais lui mettre un petit message pour lui dire que j'ai fait une vidéo. Et voilà.